Il y a eu une étude qui a été faite en Australie sur des personnes qui étaient en fin de vie et on les a interrogées sur leurs regrets par rapport à la vie qu'ils ont vécue. Tous, sans exception, ce qui revenait, c'est des regrets de choses qu'elles n'ont pas faites en fait. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai presque perdu ma voix. Je suis debout depuis 4 heures du matin et j'ai fait une conférence de 4 heures ce matin à Paris. La bonne nouvelle, c'est que sortir de ma zone de confort, c'est mon métier à temps plein depuis maintenant 2 ans. Donc ça tombe bien. Je vais vous demander d'essayer de penser aux moments les plus extraordinaires de votre vie, à ceux qui vous ont le plus marqué, aux choses qui vous viennent comme ça à l'esprit et dont vous êtes les plus fiers. Vous remarquerez probablement qu'elles ont en commun, pour la plupart, que vous étiez à un moment ou à un autre, que vous étiez sorti de votre zone de confort. Alors on pense souvent que la zone de confort, c'est un ensemble de choses agréables qui apportent de la joie, du bonheur, de la tranquillité dans nos vies. Mais la zone de confort, ce n'est pas que ça en fait. C'est complètement différent. C'est certes des choses qui peuvent être positives, agréables, mais pas que. Il peut y avoir des choses aussi négatives en fait. Le point commun, c'est que c'est des choses qui sont familières pour notre cerveau. C'est un ensemble de croyances, c'est un ensemble d'habitudes, c'est une bulle de connu dans laquelle on se sent en pleine sécurité et en pleine confiance. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, voilà, ça faisait un peu plus de 3 ans que j'étais diplômé. J'avais un poste, j'avais coché vraiment toutes les cases. Le CDI, le poste de cadre très bien payé, j'avais le loft avec table de billard sur boulevard de la Liberté à Lille. Je sortais, je pouvais dépenser ce que je voulais. J'avais vraiment coché à peu près mes rêves, entre parenthèses, ce que j'ambitionnais quand j'étais étudiant à votre place. J'ai fait ma scolarité à Lille 1 aussi. Mais bizarrement, au fond, je ne sais pas si vous connaissez cette sensation-là où on se sent vide en fait. On n'a pas de sens. Et je dirais même qu'on se sent parfois malheureux. On a un cycle où on se réveille, on prend le métro, on va travailler, on subit quelque part sa vie. On ne sait pas pourquoi on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on sort avec certains amis, etc. Et globalement, on vit ce qu'on appelle une vie par défaut. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et fin 2015, je vais avoir un déclic. Je vais me dire, et on ne se moque pas, mais je fais partie de ces gens qui, en fin de chaque année, font ce qu'on appelle une liste d'objectifs ou une liste de bonnes résolutions. Vous savez, je vais perdre 5 kilos, je veux la paix dans le monde, etc. Bref, bon, ce n'était pas la paix dans le monde. Mais j'ai commencé cette année-là, j'ai eu 10 objectifs, 20 objectifs, puis ça s'est transformé en fait. C'était plus une liste de 30, 40 choses que je voulais tester, voyager tout seul, courir plus de 10 km, etc., etc. Et très vite, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, ce qui serait marrant, enfin marrant, je ne sais pas, mais ce qui serait intéressant, c'est de sortir de ta zone de confort en faisant un défi par jour pendant 365 jours. Et c'est ce que je vais faire pendant toute l'année 2016. Je vais créer un blog qui va s'appeler Goodbye Comfort Zone. Et chaque jour, je vais partager sur les réseaux sociaux, sur le blog, une photo avec mon défi de la journée et un petit article pour retranscrire les défis, tout ce qui m'arrive, ce que j'apprenais, etc. Et très vite, cette aventure-là, qui a commencé comme un blog personnel, va se transformer en une communauté de plusieurs milliers de personnes qui, pareil, se lancent des défis, les partagent sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des événements, des conférences. Et le plus bizarre, c'est que la question de fond qui revenait, c'est pas telle question, c'est pas quel défi faire, c'est pas quel livre lire. C'était, tu as l'air tellement de t'amuser en te dépassant chaque jour. Comment tu fais? Comment je faisais? Et même moi, j'avais pas réponse à cette question. Après tout, qu'est-ce qui faisait que maintenant j'arrivais à me dépasser, à sortir de ma zone de confort
tout en m'amusant, alors que les 10 années qui ont précédé, j'étais dans une certaine zone de confort. Je me contentais certes de lire des livres de développement personnel, d'assister à des conférences. J'étais quelqu'un à la base qui était très timide, histoire vraie. J'ai travaillé en tant que job étudiant à la Sméno, je pense que tout le monde connaît ici. Et le premier jour, je devais prendre parole devant un amphithéâtre de 200 personnes. J'étais timide, maladif. J'ai vomi juste avant dans les coulisses. Tellement c'était vraiment viscéral, tellement cette peur-là, elle était ancrée en moi. Et qu'est-ce qui a fait que pendant cette année-là, je commençais à m'amuser. Chaque jour, je travaillais mon job de cadre de 7 à 10 heures par jour et je trouvais le temps de réaliser un challenge qui pouvait être hyper simple d'ailleurs. Alors, descendre 3 stations de métro avant mon arrêt habituel, ça pouvait être lire un nouveau livre, ça peut être prendre un cours de danse, me bander les yeux et vivre dans la vie d'un aveugle pendant une demi-journée chez moi, partager un repas avec le sans-abri qui traînait en bas de chez moi, devant qui je passais tous les jours pendant 3 ans. Et il y avait des défis qui étaient un peu plus ambitieux. Petit à petit, je suis monté en difficulté, comme courir un marathon, sauter en parachute, sauter à l'élastique. Les défis, entre parenthèses, classiques quand on tape le mot zone de confort sur Google. Et c'est comme ça que je vais commencer à me former à la psychologie, à la PNL, à plusieurs disciplines qui tournent autour justement du dépassement de soi et du développement personnel. Et bizarrement, c'est dans une discipline complètement autre où je vais trouver des éléments de réponse pour cette équation-là que j'essayais de résoudre. Et cette discipline-là, elle s'appelle la gamification, ou la ludification, si on veut franciser le terme, et qui est tout simplement le fait de transposer des mécanismes du jeu dans des disciplines qui ne sont pas du tout ludiques. Par exemple, en formation, en marketing, en management, etc. Par exemple, le jeu vidéo, c'est un des exemples de gamification. Souvent, on pense que la gamification, c'est les mécanismes des jeux vidéo, les badges, les points. En fait, ce n'est pas que ça. C'est un exemple des mécanismes d'engagement pour le cerveau qui fonctionnent et qui sont super bien utilisés par les jeux vidéo. Et défi ultime, je vais finir par quitter mon job pour monter ma start-up avec un projet qui va m'obséder durant les 2 années qui ont précédé, qui est de créer le premier jeu qui se joue dans la vraie vie, où on est le héros de sa vie. Et l'objectif, justement, c'est de devenir cette meilleure version de soi-même. On crée un alter ego virtuel, on a des challenges qu'on va immortaliser par photo, rapport de challenge, on va débloquer des codex, des codes secrets, pour essayer de décoder le grand secret, le secret de son alter ego, de la confiance en soi, de la maîtrise mentale, etc. et devenir quelque part un super héros. Et après une campagne de crowdfunding, de prévente qui était en début d'année sur Ulule, qu'on a réussi, le projet maintenant a vu le jour et on est d'ailleurs là en lancement anticipé dans une deuxième phase avec un accès sur le site internet où, là par exemple, hier soir, j'ai dormi que 2 heures. Mais je me réveille tous les jours avec le smile, avec la banane, avec ce sentiment-là d'accomplissement, parce que je reçois des messages, des challenges de personnes et je vois ce que j'ai imaginé il y a 2 ans devenir réalité. Parce que j'adore cette phrase-là qu'avait Albert Einstein et qui disait que la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et à partir du moment où vous avez cette vision, à partir du moment où vous avez ces objectifs, ces envies, peut-être une frustration par rapport à une situation ou tout simplement envie un peu de bousculer le quotidien, de élargir ses champs du possible, à partir de ce moment-là, la seule façon d'avoir des résultats différents, c'est de sortir de cette fameuse zone de confort. Et pour conclure, ce que je trouve dommage parce que j'ai eu la chance, maintenant je suis devenu conférencier professionnel à côté de mon activité dans la startup Goodbye Comfort Zone. Je fais 3 TEDx, une 50aine de conférences allant de la petite PME jusqu'à du groupe du CAC 40. Et souvent, on a ce discours-là, que ce soit chez les managers, que ce soit parfois chez les profs, beaucoup chez les auteurs de développement personnel, c'est qu'il faut absolument souffrir, faire des sacrifices pour éventuellement arriver ce jour à cette destination-là qu'est la réussite. Et je trouve ça complètement absurde, d'autant plus que cette destination, elle n'existe pas. Une fois qu'on arrive au point B, il y a quoi? Le point C, le point D, etc.
Et quel est l'intérêt de se dépasser? Quel est l'intérêt de sortir de sa zone de confort si on ne peut pas s'amuser sur le chemin? Parce que mathématiquement, quand on passe d'un point A à un point B, c'est sur la route qu'on va passer le plus de temps. La vie est un jeu, goodbye comfort zone. La première question que j'ai envie de vous poser, même si certains ont plus ou moins déjà répondu, c'est comment, de l'idée, vous avez dit « Allez, j'y vais ». Quel a été le déclic? Le déclic, c'est une vision en fait. C'est un rêve où je me vois quelque part sur mon lit de mort. Je vais faire une tournée de Prozac après, vous inquiétez pas. Mais globalement, bon, ça va, si c'est pas le Viazac, il n'y a pas de problème. Et j'ai cette vision-là de voir un peu, me voir, mais depuis le futur, et de faire une rétrospective de ma vie. Et une de mes plus grandes peurs, c'est de passer à côté justement de ces moments-là qu'on peut regretter. Il y a eu une étude qui a été faite en Australie sur des personnes qui étaient en fin de vie, et on les a interrogées sur leurs regrets par rapport à la vie qu'ils ont vécue. Tous, sans exception, ce qui revenait, c'est des regrets de choses qu'elles n'ont pas faites en fait. C'est jamais des choses qu'on a fait, c'est vraiment des choses qu'elles n'ont pas faites. Et du coup, pour moi, le grand moteur, c'est ça en fait, c'est d'avoir peur de passer quelque part à côté de quelque chose, à côté de voilà, de peut-être ma mission de vie, à côté de quelque chose qui, peu importe en fait le résultat, si ça réussit ou pas, on n'a qu'une vie, ça sera un tremplin, on arrivera, enfin, j'en ressortirai grandi en étant une meilleure version qui rebondira après. Mais moi, la vision, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. J'entends bien, mais quel a été le déclic? Moi, c'est ça qui m'interpelle. Qu'est-ce qui a fait que... Allez, je passe à l'action. Le déclic, le vrai, en fait, c'est que j'ai organisé un meet-up. Et à la fin du meet-up, j'ai fait un tour de table, il y avait une vingtaine de personnes. Et puis chacun, je leur ai demandé, voilà, si tu avais une baguette magique dans 3 mois, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Et chacun a répondu à cette question. Et du tac au tac, je lui ai donné un challenge à réaliser dans la semaine pour faire un premier pas là-dedans, en fait. Et j'ai créé un groupe Google où chacun devait immortaliser son challenge par une photo. Et en fait, au lieu de durer une semaine, ça a duré plusieurs mois. Certains sont devenus des amis. Et là, j'ai vu une dynamique naître. Vous aviez déjà créé votre société? Non, c'était un blog personnel. J'avais aucune... quand j'ai créé Goodbye Comfort Zone, je dévoilais même pas mon identité en fait. C'était juste quelqu'un qui mettait des photos avec une carte Goodbye Comfort Zone, des défis. Donc c'était même pas avec cette chose-là. La sortie de zone de confort, d'arrêter le travail et d'en faire une société, ça a été beaucoup plus tard en fait. Donc le déclic, c'était ça. C'était en fait, tu peux avoir de l'impact sur d'autres vies humaines. Et ça, c'est puissant. Vous imaginez l'impact sur une seule vie. Qu'est-ce que ça serait sur plusieurs milliers de vies? Et ça, pour moi, ça a été mon impact de me dire, lance-toi, peut-être tu vas faire faillite dans 3 ans, mais tu changeras peut-être des milliers de vies. Et ça, et le plus marrant, c'est que j'ai reçu, je le montrais tout à l'heure à mon caméraman, je viens de recevoir un texto de quelqu'un, enfin un message, qui s'est fait tatouer Goodbye Comfort Zone ici. Merci. Alors moi j'ai une question pour Anine. Est-ce que vous pensez que la communauté qui s'est développée autour de vous pendant un peu plus d'1 an a eu un poids très important, voire nécessaire pour la levée de fonds sur Ulule? Complètement. Enfin, d'abord, ça a eu un poids sur moi, parce que l'un des leviers de la gamification, il y en a plusieurs, j'en parle dans mes conférences, elles sont sur YouTube, c'est justement le levier social. C'est cette pression sociale qui peut être négative comme positive. Donc bien sûr, effectivement, quand il y avait déjà, en fait, quasiment la moitié de la somme qu'on a levée en pré-vente, parce que c'était des pré-ventes des gens qui ont attendu 9 mois avant que le produit existe, bah, c'était dans la communauté, c'était des gens qui me suivaient déjà, qui me connaissaient déjà. Et effectivement, ce deuxième cercle, ce qui est le premier cercle où ce sont les amis et les proches, etc., ce deuxième cercle est ce qui a fait qu'on a eu cette preuve sociale. Une fois qu'on a le compteur à moitié et que des personnes qui ne connaissent pas encore le projet arrivent, ils voient qu'il y a déjà une implication, ils voient qu'il y a déjà des témoignages. Et surtout aussi, j'ai une autre communauté où à peu près j'ai 10% des gens qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, il y en a à peu près 30 000. Bizarrement, c'est des coachs, c'est des gens qui sont aussi des professionnels du développement personnel. Et ça a largement joué effectivement sur la preuve sociale et ça c'est primordial. Et d'ailleurs, si vous avez pour idée d'entreprendre, etc., et que vous ne voulez pas encore prendre le risque, l'une des choses que je vous conseillerais, c'est de commencer par un blog, par un truc où vous donnez de la valeur, vous donnez du contenu, où vous racontez tout simplement, vous documentez
votre histoire, ce que vous apprenez. Par exemple, vous êtes entrepreneur, vous vous filmez avec les galères, ce que vous apprenez, etc. Et partager ça, c'est beaucoup plus puissant que de se mettre directement en expert, et ça permet d'avoir sa première communauté auprès de laquelle on peut tester l'idée, et ça sera éventuellement les premiers clients pour le futur produit. Très bien. Alors attendez, il y a d'abord la demoiselle là-bas et après c'est à vous. Merci. Moi j'ai une question pour Amine, puisque ton témoignage m'a particulièrement touchée, puisque tu avais une situation stable, un CDI, un bon salaire, etc. Mais je me suis retrouvée dans ton témoignage dans le sens où j'ai vécu la même chose récemment, puisque tu parlais de non-sens, etc., routine, ça ne te plaisait pas, etc., tu ne te retrouvais pas dans ça. Mais par contre, je trouve que c'est très courageux d'abandonner un CDI, un bon salaire. Donc, comment tu as fait pour lever ce frein, je dirais, financier ? Ce frein financier, on critique souvent la France, en fait, pour tout ce qui est de mauvais dans les startups, dans les entreprises. Mais on a un truc extraordinaire en France, qui est que si vous faites une rupture conventionnelle, vous pouvez avoir le droit de maintenir vos droits tant que vous ne vous versez pas de salaire. Donc le risque, il est quasiment de zéro. Je connais très peu de pays, voire pas de pays où on a cette chance-là. Et on parlait avec mon patron déjà qui me connaissait. Mon entreprise, c'était parmi mes premiers employeurs en tant que conférencier par la suite, qui m'ont soutenu justement pour du consulting, pour améliorer le management, plus le gamifier, plus améliorer notamment les forces commerciales. Et pour eux, c'était fonce, vas-y. Et pour moi, c'est zéro risque en fait. Donc le frein financier, il est surtout psychologique. Dès qu'on commence à s'intéresser, quand on veut sortir de sa zone de confort, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va sauter de la falaise. Parce qu'à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait ce droit-là. Et au fur et à mesure, on va voir la BGE, la CCI, etc. Et on découvre qu'il y a des choses qui existent. On fait des rencontres et on lève comme ça plein de croyances limitantes qui en fait sont juste des croyances limitantes. Parce que pour chaque croyance limitante, il y a tout le temps quelqu'un, voire plusieurs millions de personnes qui l'ont démonté. Stephen Hawking, par exemple, qui est quelqu'un qui a vécu la plupart de sa vie en étant dans l'une des plus pires ou graves type d'handicap, paraplégique, etc. Situation physique. Exactement. Il a quand même eu un destin extraordinaire. Il a suivi sa mission de vie et c'est l'un des chercheurs qui ont le plus marqué notre histoire contemporaine. Là où quelqu'un d'autre, il va se fouler la cheville. Par exemple, moi, il y a 10 ans, je trouvais que des excuses pour dire « bah oui, voilà, je passais un entretien d'embauche, bah non, t'es trop jeune, etc. » Alors qu'il y a toujours des exemples pour dépasser ces croyances limitantes, en fait, qui sont l'argent, etc. Et même si ça n'existe pas, ça c'est une force aussi. Je ne sais pas qui en parlait, mais une fois que tu as sauté et que tu n'as plus le choix, que tu as fait on appelle ça, c'est un moment de courage qui peut complètement transformer une vie. C'est-à-dire une fois qu'on a sauté, une simple action, vous connaissez la loi de l'effet papillon. Une simple action peut complètement transformer une journée, voire une vie. Il suffit juste aujourd'hui que vous parlez avec la personne qui est juste à côté de vous. Ça peut être un futur associé, conjoint, etc. Et toutes les histoires se construisent comme ça. Si on revient et tout, ce jour-là, je me suis mis dans l'amphi, puis j'ai parlé à telle personne, et puis voilà. C'est une simple action peut complètement transformer une vie. Quand elle est audacieuse, elle peut parfois même transformer le monde. Merci. Merci Annie. Merci. Mademoiselle ? Oui. Alors, merci à tous déjà pour vos témoignages. Moi, c'est une question qui s'adresse à tout le monde. Vous pourriez tous avoir une réponse peut-être différente. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au moment où on en est encore au stade de l'idée, du projet qui est en train de se monter, mais on n'a pas encore de business plan bien formalisé, etc., que certaines rencontres, certains partenaires qu'on peut voir au détour de journées comme aujourd'hui, par exemple, fassent que votre projet fasse un énorme bond en avant? Et du fait, on a un peu le sentiment qu'il nous échappe en quelque sorte. Et donc, dans ces cas-là, est-ce que vous avez des petites astuces pour un peu rester maître du jeu et pour continuer à pouvoir l'aiguiller dans le sens qu'on a envie, dans le sens dans lequel on a vraiment envie qu'il aille, et pas forcément laisser les partenaires trop le tirer à eux et du coup se laisser un peu déposséder du projet? Qui veut répondre à la question ? Rapidement, ça c'est quelque chose à double tranchant en fait. Le fait de vouloir trop garder son projet, etc., et de rester dans son coin, c'est je crois que c'est la raison numéro 1 d'échec des entreprises. Parce qu'il y a un juste équilibre entre lâcher du lest, mais savoir quand le faire
avec qui le faire. Alors c'est hyper simple à dire comme ça, mais moi par exemple, une de mes phases actuelles, une fois que le produit est créé, etc., c'est de me trouver des associés, préparer soit une levée de fonds, soit un incubateur, parce que rester de son côté, il faut toujours des associés qui soient complémentaires avec des choses complémentaires. On va s'engueuler avec eux, ça va pas forcément aller dans notre côté, mais ça va dans le sens du projet, et c'est ça qui compte en fait. C'est pas juste nous, c'est le sens du projet. Ah, ça, c'est rarement le cas, malheureusement. Ça serait. Dans quel sens? C'est lever de l'argent ou... Il n'y a pas vraiment d'astuce, c'est un équilibre personnel. Après, c'est une question de choix et de jauge, en fait. J'ai connu la même chose. Moi, par exemple, j'ai signé avec Hachette Édition. Je vais sortir un livre en mars. Et là, j'ai une énorme pression, en plus de ça, en plus des conférences, etc., de rendre le livre dans 3 semaines. J'en suis à la moitié. Et à la fois, c'est bien et voilà, je sais que j'aurais jamais terminé le livre. J'aurais peut-être procrastiné pendant 3 ans. Mais je sais que comme quand j'étais étudiant et que je rendais le mémoire, voilà, je le finissais dans la dernière semaine. Voilà, c'est quelque chose ici, c'est une pression. Et avoir un incubateur, des partenaires auprès desquels on a cette pression sociale et cette chose-là qui est hyper importante. Dans l'Antiquité, il y avait ce principe-là des 3 tiers. Passer un tiers de son temps avec un mentor, un tiers avec un père, P-A-I-R, quelqu'un qui est au même niveau, et un tiers avec un disciple, des personnes avec qui on peut apprendre des choses qui peuvent être des clients. Et ça, c'est hyper important. Il faut parfois mettre son ego de côté, accepter, etc., qu'il y ait des personnes qui veulent nous diriger, mais savoir aussi, effectivement, décider quand on n'est pas prêt ou quand on veut prendre son temps parce qu'on a d'autres priorités. C'est une question de priorité. And I'm intending to bring a revolution and far too many problems before few solutions.